BFM Pro spécial transition numérique, Frédéric Simotel sur BFM Business. Voilà la deuxième partie de cette émission BFM Pro sur BFM Business. On parle de transition digitale. On enregistre cette émission depuis l'espace Cardin à Paris. On parle justement de transition digitale. Avec nous, Jean-Charles Manriquet, qui est directeur général service du Loiret. Alors c'est le conseil général du Loiret. Et justement, on pourra rebondir sur ce qu'a dit Jacques Attali tout à l'heure, parce que vous allez voir, je crois qu'on va tous partir à Orléans dès ce soir pour voir tout ce qui s'y passe dans le numérique. Et puis avec nous, Emmanuel Lebuchou, qui est président de la commission RH du SNESI. Bonsoir. Bonsoir à Emmanuel. tous. Et puis à la ville, vous êtes aussi DRH du groupe RICO. Donc pourriez nous dire, voilà, nous parler un peu des coulisses, comment ça se passe pour les collaborateurs de cette transformation numérique. On parle justement beaucoup aujourd'hui de ces digital natives. Nous, on peut se considérer comme des digital migrants. Alors, et puis voilà, on vit cette transformation numérique. Alors vous, Jean-Charles Manriquet, vous êtes arrivé au Conseil général du Loiret en 2012. Tout à fait. Et en 4 mois, il a fallu tout refaire. Et vous l'avez fait en 4 mois. Oui, alors on a refait, mais je tiens quand même à signaler que nous n'avons rien détruit. Ce n'est pas un processus de destruction créatrice, pardon, mais c'est plutôt un processus de construction créative. On a mobilisé des groupes de travail pendant un certain nombre de semaines et à partir de là, ont émergé près d'une cinquantaine de projets tournant autour du numérique et visant à faciliter la vie des usagers. Et alors c'est ça, vous avez, lorsqu'on a préparé cette émission, on m'a dit on a repensé complètement notre écosystème numérique, on a repensé notre chaîne de valeur et vous voulez vraiment être perçu comme un opérateur de service et où les administrés, comme on disait avant, sont des clients. Tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de dire qu'une administration, c'est également une chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des centres de coûts et il y a des centres de recettes. Et nous avons donc analysé l'ensemble de cette chaîne de valeur pour essayer de voir où se trouvaient les marges de progrès et à partir de là, rendre le meilleur service au meilleur coût, sachant que vous n'êtes pas sans ignorer le contexte aujourd'hui budgétaire dans les collectivités. Alors, pour réussir tout ça, vous êtes fixé des objectifs assez clairs. Hein. Vous avez de l'innovation, donc je l'ai dit, il fallait marier ça à des services. Vous avez mutualisé, vous avez cherché aussi à mutualiser, parce que ça c'est quelque chose d'important. C'est vrai que quand on est dans le monde de l'entreprise, on voit un peu moins cette démarche. On a l'impression que chaque département fonctionne un peu indépendamment, parfois par région, mais bon, c'est un peu compliqué. Et puis vous avez évidemment mené un plan de modernisation des outils. Oui, on a essayé de suivre d'ailleurs une devise que M. Attali a développée dans son ouvrage, qui est la modernité altruiste. C'est-à-dire qu'on a essayé de construire quand même un chaînage dans notre logique de changement qui permette à tout le monde d'intervenir et à trouver les meilleurs moyens, dans le respect de tous, d'atteindre des process normalisés. À partir de là, nous avons réexaminé des fonctions et une de celles-ci nous posait question, c'était celle de la mutualisation. C'est que dans le monde public, la mutualisation n'est pas perçue de façon très positive. Chacun a sa chapelle. Mais c'est-à-dire que comme dans le secteur privé, mutualisation est souvent gain de productivité et donc réduction d'emplois à la clé. C'est pourquoi nous avons essayé d'avoir une acception de la mutualisation plus large qui déborde d'ailleurs les frontières de notre département, dans une alliance de départements. Et nous avons, par exemple, créé une centrale d'achat interdépartementale qui nous permet aujourd'hui de pouvoir viser 5 à 10% d'économie sur un global de 306 millions d'euros. Et puis, alors, je disais, vous avez essayé de marier innovation et service. À chaque fois que vous avez une innovation, donnez-nous un exemple, tiens, par exemple, d'innovation. Par exemple, dans le secteur privé, on parle beaucoup de co-branding. Bon, nous avons fait du co-branding dans notre administration et nous sommes arrivés à une conclusion qui est que, notamment pour les personnes âgées, il fallait que l'on repense la façon que nous avions de délivrer une prestation pour les personnes en situation de dépendance. Et cela nous a conduit à créer la première box fondée sur une technologie NFC 100% française et avec la création d'un espace réseau ouvert à l'ensemble des usagers. Parce qu'une des dimensions qui nous intéresse beaucoup dans les évolutions technologiques dont parlait tout à l'heure Jacques Attali, c'est de créer des communautés d'usagers sur les réseaux qui nous permettent de recueillir en instantané leurs observations et de faire évoluer nos produits. Donc là, c'est ça. Donc c'est une box pour les personnes âgées. C'est une box pour les personnes âgées. On parlait tout à l'heure d'écosystème numérique qui peut même être distribué par la Poste. Elles sont distribuées par la Poste et elles sont fondées sur une technologie non invasive. Par ailleurs, nous travaillons sur du bas débit qui est 100 fois moins émetteur que le réseau 4G.
Alors, Emmanuel Le Buchou, président de la commission RH du SNESI, on parle, là on parle justement de l'impact humain. On voit que voilà, cette digitalisation des processus peut impacter sur la vie des clients, mais aussi sur l'interne. Et vous pensez qu'on peut dire que comment dire, cette transformation numérique doit va faciliter la vie des collaborateurs, peut faciliter la vie des clients, mais elle doit aussi faciliter la vie des managers, et ça c'est parfois moins évident. Vous avez raison, c'est un point important. Je vais simplement dire que Ricoh s'est considérablement transformé ces dernières années par fusion, par restructuration, et tout de suite l'harmonisation des statuts, des processus est devenue clé pour Ricoh. Il fallait donc établir rapidement des processus qui soient équitables et qui traitent tout le monde de la même façon, surtout dans ce genre de contexte. Nous l'avons fait avec une DRH digitale, nous l'avons fait avec un portail RH et un système qu'on appelle de workflow, c'est-à-dire que chaque collaborateur peut faire des demandes, son manager y répond ou n'y répond pas, et on a un système d'escalade. Je vais prendre un exemple concret, prenons un exemple très concret, des heures supplémentaires, des demandes d'absence, des demandes de congés, des primes exceptionnelles, des primes sur objectif, etc. etc. Nous avons mis en place un système de digitalisation qui permet à chacun de pouvoir savoir exactement qui fait quoi et de traiter correctement les situations. Donc ça, c'est le premier point. Je voudrais juste rajouter un point qui me paraît important. L'autre enjeu fort, c'est de faire travailler les gens ensemble, et on va parler un petit peu du management. Pour nous, on est, comme beaucoup d'entreprises, sur plusieurs sites, et rapprocher les gens, c'est pas toujours facile. On essaie de leur faire gagner du temps, de faire gagner de la fatigue, et on utilise un peu pour nous-mêmes ce qu'on vend à nos clients, c'est-à-dire qu'une espèce de showroom, que ce soit les UCS, que ce soit les P3000, c'est-à-dire la visioconférence cryptée, qui nous permet de rapprocher et de faire gagner du temps à tout le monde. Je crois que si tout le monde est gagnant, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus clair, parce que ça prend moins de temps, tout le monde est preneur. Alors là, vous êtes dans une entreprise voilà, qui est centrée sur la culture numérique. Vous, Jean-Charles Manriquet, voilà, il faut accompagner des collaborateurs. C'est combien de collaborateurs d'ailleurs vous gérez? Le Conseil général du Loiret, c'est 2600 collaborateurs. Et on imagine là-dedans, bon, certainement des digitales natives, mais, tout à fait, mais beaucoup avec de des digitales profils un peu perdus aussi. Oui, tout à fait, des profils complètement différents qui vont des travailleurs sociaux jusqu'aux ingénieurs en chef en charge d'équipements. Et alors, routiers. comment vous avez fait justement pour accompagner tout ça, pour qu'il n'y en ait pas qui restent justement au bord de la route? Je crois qu'il y a un élément essentiel, c'est d'avoir une vision stratégique. Pour pouvoir émuler vos équipes, pour pouvoir les amener vers une digitalisation de leur activité, il faut que vous puissiez insuffler une vision qui soit comprise. Donc il faut une vision stratégique, il faut que celle-ci soit compréhensible, et il faut qu'elle aboutisse sur des projets concrets. Tout à l'heure, je parlais de la Listbox, je peux vous en donner un autre exemple, celle de la gestion relations citoyens, où nous avons aujourd'hui un système complètement dématérialisé de nos flux entrants, qu'ils soient numériques, qu'ils soient papier, par le courrier, ou qu'ils soient vocaux. Et nous sommes en capacité d'accueillir chacun des usagers lorsqu'il l'accepte au premier contact, par son nom, en lui indiquant quelle est aujourd'hui l'étape à laquelle se situe sa demande. Et alors, ce qui est incroyable, et je crois qu'il faut bien vous écouter, Jean-Charles Manriquet, c'est que souvent, lorsqu'on parle de transformation numérique dans une entreprise, c'est, alors, la transformation numérique, on est plus efficace, on a amélioré les processus, vous en avez fait la démonstration. 2, la transformation numérique, on va créer des nouveaux services, vous en faites la démonstration. 3, la transformation numérique, c'est aussi des nouveaux business models qu'on se met à créer. Et là, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes même à dire, un jour, on pourrait, nous, un conseil général, faire de l'argent, voilà, avoir des revenus par rapport à tous ces services. Je donne un exemple. La Listbox, qui est donc cette box pour les personnes âgées. Aujourd'hui, elle concerne dans le Loiret 10 000 bénéficiaires équipés. Si nous prenons l'ensemble des usagers en France bénéficiaires de l'APA, c'est 1 million. Donc vous voyez le business model, 10 000, 1 million, il n'est pas très difficile à faire. Et donc nous sommes en train d'étudier aujourd'hui des moyens avec le secteur privé, avec les autorités publiques, pour le commercialiser dans l'intérêt des usagers. Si vous me permettez ce raccourci, notre retour sur investissement avec la Listbox est de 7 mois. C'est un modèle économique qui est quand même assez percutant et qui sera sans doute partagé à l'avenir. Alors, Emmanuel Le Buchou, le digital, on voit tout ce que ça peut améliorer. On oublie parfois un peu trop, là on a parlé technologie, on voit avec Jean-Charles Manriquet que ce côté humain est très vite pris en compte. On oublie parfois un peu ce côté humain quand on parle de transformation numérique. Voilà, on veut aller vite, on veut créer des nouveaux services et puis voilà, on laisse... Oui, alors, le temps social est un temps qui est plus long.
qui demandent des investissements. Le temps social, c'est le temps de la transformation de l'entreprise, c'est le temps de la formation des hommes et des femmes. Donc, à côté de ça, on a le temps du business, du client, donc on doit aller assez vite, être réactif. Et encore à côté de ça, on a un troisième temps, qui est le temps de la technologie, qui lui est exponentiel en termes de croissance. Donc, le job RH, c'est effectivement de raccorder les trois temps. Ça, c'est le premier point. On essaye de le faire au mieux. D'une manière générale, quand les collaborateurs y trouvent un bénéfice, quand ça fait sens, c'est plutôt relativement bien accueilli. Je sais bien, quand j'écoute Jacques Attali, et tout le monde en est conscient, que la transformation numérique va avoir un impact sur l'emploi. Donc nos collaborateurs sont sensibles à ça. Pour l'instant, ils le vivent plutôt comme une opportunité parce qu'on met à leur disposition des moyens de se former qui sont un peu plus élaborés qu'ils ne l'étaient avant et de l'information qui est disponible. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Jacques Attali quand il dit voilà, se former, ça fera partie de notre métier Oui, je pense qu'on va tous être des entrepreneurs de connaissances. Je dirais même qu'on sera tous des entrepreneurs de connaissances. Ça va être le fil d'Ariane de chacune des vocations. Maintenant, quand on me parle de salariat, pas de salariat, je ne sais pas tellement le modèle. Je ne fais pas de prospective, je regarde autour de moi. Je vois bien que nos systèmes technologiques, nos digitalisations de formation nous permettent d'avoir accès à des contenus inédits par rapport à encore 5 ou 6 ans, et ça va être une opportunité. Maintenant, il faut la gérer parce que, effectivement, la dispersion ou la saturation d'informations peuvent être un biais pour le collaborateur, mais quand on regarde les véritables zones de stress, ça va être de perdre son travail, la mutation, le stress, etc. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment ça le problème. Vous, chez vous, Jean-Charles Manriquet, voilà, la formation, ça a pris un... Mais je vais vous donner un exemple très simple. Département du Loiret, nous avons des contractions budgétaires qui sont douloureuses, comme toutes les collectivités. Le seul poste que nous n'avons pas touché en 2014 et en 2015, et sans doute à l'avenir, c'est le poste de la formation. Nos effectifs seront sans doute amenés à se restreindre à l'avenir, mais le poste de la formation, c'est-à-dire ce que l'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette compétence qui est fondamentale, nous devons toujours l'avoir comme fil conducteur. Mais quand vous dites réduction d'effectifs, c'est à métier constant, mais si vous créez tous ces nouveaux services, tout ce dont vous nous parlez, voilà, il y a une création d'emplois, alors peut-être pas dépendant directement du Conseil général du Loiret, mais... Oui, tout à fait. Il y a ces créations de... Je dirais plutôt ces créations de compétences nouvelles, ces profils nouveaux. Vous savez, les collectivités n'ont pas ignoré qu'aujourd'hui, on entrait dans une digital police, cette cité digitale que nous devons suivre. Jacques Attali parlait de 3 formes d'entreprises. Rappelez-vous, la troisième, il disait que c'était les entreprises de longue durée qui devaient s'adapter en continu, voire même rapidement. Eh bien, une collectivité publique, un État, une collectivité territoriale, c'est une entreprise de longue durée. Et donc, cette énergie que j'essaie d'insuffler chaque jour auprès de mes collaborateurs, c'est de leur dire, soyez vigilants, suivez le train, et surtout, soyez proactifs. Il n'y a rien de pire qu'un avenir que l'on subit. La meilleure façon de le construire sereinement, c'est bien entendu de s'en saisir. Voilà, je vous avais dit que dans le Loiret, on allait être un peu surpris, parce que je pense que vous êtes beaucoup plus dynamique, même ici à Paris, et ce n'est pas forcément un phénomène de taille, c'est un phénomène de conviction et d'action entreprise. Merci en tout cas à tous les deux, Jean-Charles Manriquet d'avoir été avec nous, Emmanuel Bouchour, on peut les applaudir. On se retrouve dans un instant, nous enregistrons depuis l'espace Cardin, cette émission BFM Pro sur la transition digitale, et tout de suite on va retrouver Marc Ménassé. BFM Pro spécial transition numérique sur BFM Business.